La réunion du type de M. Zelensky avec le président Trump dans le bureau ovale, ça, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire des États-Unis. Les points forts, si vous voulez, pour les Américains, restent dans le numérique et dans le spatial. Dans le reste, ils sont en train de se faire balayer. Les Chinois, eux, ils ont su créer des monopoles et puis ils ont su progressivement prendre le contrôle de la majeure partie des technologies. Il devient évident que nous venons de rentrer dans une véritable guerre économique à découvert, et ça c'est la différence avec les autres, où tous les coups sont permis. Il y en aura. Mais donc personne ne peut dire qui va gagner aujourd'hui. On est clairement dans un processus de guerre économique. Voilà, de retour pour cette phase finale du Risk Summit 2025. J'espère que les rendez-vous ont été riches en rencontres, en opportunités et en échanges. Et j'aimerais maintenant accueillir sur la scène pour une keynote exceptionnelle quelqu'un qui est assis par là-bas. Il s'agit de l'ex-directeur de la DGSE et ancien haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre. On a l'honneur de l'accueillir aujourd'hui. Monsieur Alain Juillet, veuillez l'applaudir comme il se doit. Bonjour à toutes et à tous. Alors on m'a demandé en 25 minutes, donc ça va aller vite, mais je ne veux pas trop vous ennuyer ou je ne vais pas vous endormir. On m'a demandé de vous parler de la guerre économique et technologique entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. Alors, bien sûr, quand on commence sur un sujet pareil actuellement, il faut d'abord parler des États-Unis. Et en particulier de parler de ce qui se passe suite à l'élection que tous les professionnels avaient prévue, il faut bien le dire, de M. Trump. Hein. Et en définitive, il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, en définitive, que cette élection, elle est le résultat, et ça c'est important, d'un constat, d'une analyse et de la fixation d'objectifs. Et c'est ça la première partie un peu de ce que je voudrais vous dire. Premier constat, quand on est américain, quand on est candidat à la présidence de la République américaine, c'est que le FMI, Fonds monétaire international, annonce qu'en 2050, les USA seront deuxième derrière la Chine, l'Inde étant troisième. Et qu'en 2075, la Chine sera première, l'Inde seconde et les États-Unis troisième. Alors vous comprenez bien que quand on est le leader mondial depuis 1945, c'est-à-dire depuis plus de 80 ans, et que si on regarde l'histoire, on est en réalité le leader mondial depuis à peu près l'an 1900, 1900-1910, ben on comprend bien que c'est insupportable. Alors, bien sûr, tout de suite, on fait l'analyse, on dit mais pourquoi on en est arrivé là? Et le constat est le suivant. Pour les Américains, je précise tout de suite, bien sûr, pas pour nous. Nous gaspillons notre argent à l'extérieur, en guerre et en aides diverses. Nous perdons notre dynamisme avec une administration et des réglementations qui découragent et bloquent les initiatives. Et enfin, nous avons privilégié les minorités en oubliant la majorité et en faisant abstraction de nos valeurs. Alors, tout ça, c'est l'Amérique, on est bien d'accord. Bon. Derrière, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ça? Alors, ce sont les objectifs. Eh bien, c'est simple. Les Américains, on va appliquer immédiatement la doctrine qu'on appelle la doctrine de Monroe, c'est-à-dire le repli sur l'Amérique. C'est-à-dire qu'on va arrêter les guerres extérieures, on va relancer le marché intérieur, on va arrêter l'immigration incontrôlée et on va privilégier ceux qui sont la majorité du pays. Et si vous avez ça en tête, vous comprenez toute la politique de Trump depuis qu'il est arrivé au pouvoir et vous comprendrez tout ce qu'il va faire durant le temps où il sera président. Alors à cette fin, parce que bien sûr, une fois qu'on a fait ce constat, une fois qu'on a fait cette analyse, qu'on a vu les objectifs à atteindre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Et vous allez voir, ça a une influence, bien sûr, sur nous et sur la suite. Eh bien, d'abord, on va favoriser l'industrie américaine. La priorité absolue, c'est l'industrie américaine, et l'industrie américaine sur le territoire américain. C'est clair, puisqu'on veut relancer le pays, on se replie sur soi et on développe l'industrie au niveau local. Et bien sûr, ça veut dire qu'on aura une production locale. Alors, bien sûr, quand on dit ça,
Chez nous, chez d'autres, on dit « Ah, ça va être très difficile » et autres. En réalité, on a vu déjà des résultats, puisque Volkswagen a annoncé qu'ils allaient fermer 2 usines en Allemagne et qu'ils allaient développer leur usine aux États-Unis, où on a vu chez nous la CGM, deuxième compagnie mondiale de transport maritime, qui vient d'annoncer au président Trump, il y a 3 jours, qu'il allait donner 25 milliards de dollars pour pouvoir contribuer au développement des ports américains. Donc, si vous voulez, la machine est lancée. Et bien sûr, pourquoi ? Eh bien, pour les Américains, ils vont concentrer tous leurs moyens pour développer le niveau de vie et l'emploi dans l'Amérique profonde. Et là aussi, c'est très important. Qui a élu l'équipe actuelle au pouvoir ? C'est pas Washington et New York, c'est pas la Californie, c'est le reste de l'Amérique. Et ça, il faut bien le comprendre, parce que c'est cette partie-là, ce qu'on appelle l'Amérique profonde, le Middle West, enfin, il y a beaucoup de termes là-dessus, c'est cette partie-là qui va être particulièrement aidée et favorisée par le système en place. Or, c'est eux qui sont majoritaires et c'est eux qui votent. Donc là, on est bel et bien dans une logique, tout ça, c'est parfaitement logique, d'un point de vue, bien sûr, de ceux qui ont fait cette analyse, et à partir de là, on peut en tirer plein d'enseignements sur ce qui va pouvoir se passer. On est clairement dans un processus de guerre économique. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver là, eh bien, il va falloir qu'ils le fassent en passant en force par rapport à tous les autres, par rapport aux autres pays, bien sûr, et par rapport aussi à tous ceux qui s'opposent à cette évolution. Et ça va être donc du chacun pour soi. C'est clair que nous rentrons dans une ère économique de chacun pour soi, dans lequel, et puis évidemment, on aura l'exemple américain, mais quand on va en parler, on en a également d'autres. Et on peut y ajouter, mais enfin ça, vous l'avez tous constaté depuis quelques jours, on peut y ajouter la brutalité des pratiques, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que les Américains, ceux qui travaillent avec eux depuis longtemps le savent, étaient extrêmement durs en privé. Ils ne se gênaient pas d'imposer leurs solutions, mais jamais on n'avait vu ça dans le grand public, si vous voulez. La réunion du type de M. Zelensky avec le président Trump dans le bureau ovale, ça, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire des États-Unis. Donc, et ça montre bien, or, non seulement on l'a vu, mais en plus on a vu que ça marche, puisque vous avez vu la suite. Alors, en guerre économique, il faut bien se le dire, nous savons depuis longtemps, on sait que l'avenir d'un pays, que ce soit les États-Unis, la Chine ou les pays européens d'ailleurs, dépend de son développement économique et du bien-être de sa population. Et là, il faut préciser que l'opinion qui est très partiale, tout souvent des économistes d'un côté ou des sociétaux de l'autre, des spécialistes de la société de l'autre, qui croient que c'est eux qui détiennent la vérité, et c'est faux. L'exemple et toutes les études qui ont pu être faites au niveau mondial montrent que c'est le croisement des deux, économique d'un côté, sociétal de l'autre, qui fait fonctionner le système à la satisfaction de ceux qui y sont. Et alors, bien sûr, cet ensemble repose sur différents facteurs qui se croisent et se recroisent les uns avec les autres, se renforcent les uns avec les autres. Alors, vous avez bien sûr le b.a.-ba dans une société, c'est l'alimentation et la santé. Mais pas seulement, bien sûr, sur le plan, je dirais, de la consommation. Il faut regarder le développement, il faut regarder le potentiel, il faut regarder les recherches que ça représente, les investissements que ça représente. Donc on a l'alimentation, on a la santé, mais derrière, vous avez, et là, on revient un peu vers vous, mais on y reviendra souvent après, vous avez la sécurité, bien sûr, la sécurité générale des gens dans un environnement, et l'environnement, l'évolution de l'environnement. Et puis, vous avez l'habitat et vous avez l'énergie. Les énergies. Et vous savez que là encore, il y a beaucoup à dire sur l'évolution de l'habitat, qu'on peut d'ailleurs beaucoup améliorer, on le voit ces temps-ci, avec les habitats plus, je dirais, conçus avec des systèmes de développement durable. Et puis, il y a l'environnement, et cette évolution de l'environnement qu'il faut contrôler, mais dans laquelle on voit que les grandes puissances mondiales remettent en cause tout ce qui a été, il faut bien le dire, tout ce qui a été le moteur de l'environnement depuis 20 ans. C'est clair, tout le monde est en train de le remettre en... Alors on avait eu des signaux déjà, à la COP en Azerbaïdjan, on l'avait eu dans la COP dans les Émirats, mais maintenant ça y est, c'est clair, on est dans un autre environnement. Bon, je disais l'habitat, les énergies,
La mobilité, bien sûr, le déplacement sont essentiels, hein, comptent énormément. Alors les déplacements dans tous les sens, hein, locaux, nationaux, internationaux, et avec tous les systèmes possibles. Les loisirs, bien sûr aussi, c'est évident. La culture, parce que la culture est une activité économique importante. Hein. Ça attire du monde, comme le tourisme, par exemple, qui attire du monde, mais avec le loisir et la culture. Mais vous avez aussi la culture qui fonctionne bien au niveau, justement, des techniques d'influence par lesquelles on peut faire bouger les populations, on peut les convaincre et on peut convaincre d'autres pays que ça peut être efficace et qu'on est efficace. Et puis bien sûr le fameux numérique pour lequel vous êtes tous des spécialistes, bien entendu. Alors c'est sûr que quand on est en guerre économique et qu'on sait ce que je vous ai dit sur tous ces domaines importants, essentiels, parce que c'est eux qui ont à la fois le développement économique, mais en même temps, enfin, qui posent, qui contrôlent, qui sont le cœur du développement économique et en même temps du bien-être, eh bien, pour répondre à tous ces besoins, il faut bien sûr les hiérarchiser. Hein, et puis, il faut les améliorer continuellement. On ne peut pas dire qu'on va arrêter sur un domaine ou sous un autre. Tous ces domaines-là doivent évoluer positivement. Alors bien sûr, on ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas tout faire aussi vite qu'on le voudrait, bien sûr. On n'a pas forcément les moyens pour le faire non plus, hein, tout ça, ça coûte très cher. Donc il faut hiérarchiser et améliorer l'existant en tenant compte, bien entendu, des besoins des populations, en tenant compte aussi des attentes des populations. Et ça, on peut le faire, alors là on le voit bien sûr par la recherche, on peut le faire par le développement, mais on peut le faire aussi par les innovations, qui ne sont pas forcément issus de la recherche ou du développement. Je dirais que c'est essentiel. Mais pour arriver à ça, pour pouvoir développer tout ce qu'on vient d'évoquer, eh bien, il faut une action stratégique qui va être le croisement, là encore, de 3 éléments. Les capacités humaines, l'homme, hein, bien sûr. Le deuxième va être les moyens, parce que si on a des hommes, on n'a pas de moyens, c'est beaucoup plus difficile. Et enfin, ça doit s'inscrire dans une politique à long terme. J'y reviendrai parce que c'est une des caractéristiques, on peut dire, de la stratégie mondiale. Dans tous les domaines, vous avez toujours une pondération entre les moyens. Hein, l'Amérique, par exemple, privilégie les moyens. L'Amérique a toujours considéré que par les moyens, on peut gagner. Donc on met le maximum. Par contre, c'est vrai que les Européens, nous, on est les rois de l'individu, de la valeur de l'individu. On privilégie l'individu, donc on pense que l'homme est capable de tout réaliser et renverser les montagnes. Hein. Bon, alors que si vous allez en Chine, les Chinois, ils vous disent les moyens, c'est bien, les hommes, c'est bien, encore que l'individu ne compte pas en Chine. Hein. Il faut penser en collectif au niveau chinois, puisque la culture chinoise est une culture collective dans laquelle l'individu fait partie du groupe et ne doit en aucun cas être individu. Il faut le savoir ou s'en souvenir. Mais à côté de ça, par contre, le chinois, il a une caractéristique, c'est qu'il sait la valeur du temps. Et on voit qu'aujourd'hui, dans ce qui se passe et dans cette guerre économique qui démarre, eh bien, le facteur temps va être un facteur très important qui va vous raconter. Hein, on le voit bien, parce qu'avec le temps, les Chinois sont capables de rattraper les autres. Hein, c'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Hein, c'est pas, on le sait chez nous depuis La Fontaine, mais on l'a peut-être un peu oublié. Alors, indiscutablement, lorsqu'on regarde la guerre économique actuelle qui se construit ou qui s'est déjà faite, hein, réalisée depuis longtemps, même si elle vient de s'accélérer ou de s'aggraver dans les dernières semaines, eh bien, il faut bien reconnaître que ceux qui savent le mieux coordonner les 3 moyens, c'est-à-dire le temps, les hommes et les moyens, ce sont les Chinois. Et ça, il faut bien le voir. Et on en a eu une formidable preuve, si vous voulez, dans l'intelligence artificielle, vous l'avez tous vu. Hein, les Américains criaient victoire parce que avec AI, avec ChatGPT, ils avaient réussi à montrer qu'ils étaient les rois de l'intelligence artificielle avec un certain coût, un certain prix de revient. Bon, les Européens, on était tout contents, et on avait raison de l'être d'ailleurs, avec Mistral, puisqu'on avait
un système plus petit, pas encore au point, mais qui a un potentiel considérable. Hein. Et puis sont arrivés les Chinois avec DeepSeek, un produit qui est évidemment beaucoup moins cher et plus efficace. Alors évidemment, ça pose problème. Première mesure qu'on fait, eh bien sûr on le bloque, parce que c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Hein. On trouve des moyens pour le bloquer, le temps d'essayer de trouver une réponse. Hein. Mais donc on voit bien la technique chinoise, parce que derrière, il y en aura d'autres. Hein. Ils ont le temps pour eux, mais également ils savent jouer, croiser leurs moyens pour être efficaces. Et alors bien sûr, le président Trump et nos amis américains, ils veulent renverser cette tendance de la Chine. Hein. Ils veulent renverser cette tendance de la Chine, et pour ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils veulent protéger et développer les technologies sur lesquelles les Américains sont en tête, font la course en tête actuellement. C'est normal, c'est de bonne guerre, c'est intelligent. Hein. Il faut bien identifier, d'une part, là où on est les leaders, et puis bien continuer à investir pour être encore plus fort comme leader, et dans le même temps, quand même, essayer de rattraper le retard dans d'autres domaines. Alors, pour ça, et ça c'est un point intéressant, parce qu'il faudra y penser en Europe, eh bien, les Américains veulent mobiliser non seulement l'État américain, qui va surinvestir parce qu'il va récupérer tout l'argent des guerres, tout l'argent des aides extérieures et autres, et qui va investir là-dedans. Donc ça va être un formidable multiplicateur. Mais il faut bien le dire aussi, il va utiliser les grandes entreprises américaines. Parce que dans cette affaire-là, on va se trouver face à un espèce de partenariat public-privé pratiqué par les Américains et qu'on commence à voir, hein, où ils s'associent tous dans le but de relancer l'Amérique, sachant que tout le monde en tirera profit. Donc c'est très clair là-dessus. Alors, ils le font d'autant plus que ce plan de redéploiement de l'Amérique dans le cadre de ce réinvestissement interne en suivant la politique de Monroe, ou la doctrine de Monroe, eh bien, évidemment, ça coûte très cher. Les coûts financiers vont être énormes, d'autant plus que certaines mesures qui sont prises de taxation en particulier, mais on y reviendra, de taxation des produits venant de l'extérieur, vont encore compliquer la donne. Mais indiscutablement, le partenariat public-privé va permettre de diminuer, je dirais, l'ampleur des dépenses pour chacun des partenaires. Et donc tout le monde va se retrouver gagnant. Donc c'est comme on dit souvent en franglais, c'est une affaire de win-win. Et là et c'est pour ça que vous avez l'adhésion de beaucoup de gens, au niveau des entrepreneurs en particulier, vous avez l'adhésion de beaucoup de gens, et pas seulement des Américains pour l'Amérique, parce que si vous avez regardé par exemple l'élection de M. Trump récemment, l'investiture de M. Trump aux États-Unis, vous avez pu voir qu'un certain nombre de Français étaient présents, c'était pas pour rien. Il n'y avait pas que les Français d'ailleurs, il y avait les Italiens, il y en avait d'autres. Il y avait tous ceux qui ont compris qu'il y a un coup à faire et qui veulent en tout cas le tenter. Alors, cette bataille dont je vous parle, passionnante, qui va concerner tous les domaines que j'évoquais tout à l'heure, elle va se faire dans, il faut bien le savoir, 7 domaines essentiels. Ça peut vous intéresser, je pense. D'abord, bien sûr, le numérique. Là, on est au cœur pour vous, mais il y a aussi les énergies, les matériaux, la détection et la surveillance, le spatial, l'aérospatial et le militaire. Alors, quand je vous cite ça ne vous inspire pas forcément beaucoup, mais moi je voudrais vous rappeler qu'en dans les années 58-60, le général de Gaulle et M. Pompidou, qui était Premier ministre à l'époque, pas encore président, donc le général de Gaulle et Pompidou, pour relancer l'économie française, avaient décidé de créer ou de développer une activité spécifique dans chacun de ces 7 domaines. Le numérique, c'était le plan calcul. Les énergies, c'était les centrales nucléaires. Les matériaux, c'était le plastique renforcé, le plastique armé qui a servi après en particulier pour les avions. La détection et la surveillance, souvenez-vous des radars qu'on développait à l'époque. Le spatial avec Diamant qui allait devenir Ariane. L'aérospatial avec la Caravelle, puis le Concorde. Et le militaire. Et vous voyez donc... Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la France, entre 1960, en gros 58-60,
et les années 2010 à peu près, a vécu sur la lancée, pendant 50 ans, a vécu sur la lancée de ses choix stratégiques de développement économique dans les domaines majeurs. Vous voyez, c'est exactement là-dessus que la bataille va se passer sur chacun de ces secteurs. Alors, pour aller un peu plus loin, et puis pour prendre nos références actuelles, parce que je ne vais pas vous raconter toujours des histoires du passé, hein, il faut bien voir qu'il faut avoir en mémoire, alors selon notre ministère de l'économie et des finances, hein, c'est eux qui ont travaillé là-dessus, ou plus exactement la Direction générale de l'industrie, hein, la compétitivité dans le futur reposera sur la maîtrise de une ou plusieurs, on pourrait dire, pour être tout à fait honnête, une ou plusieurs des 47 technologies critiques, car on a identifié 47 technologies critiques dans toutes les activités scientifiques et humaines, hein, dont, il faut bien le savoir, 16 technologies numériques. Alors, quand on regarde chacune d'entre elles, on voit que la Chine, actuellement, a le leadership sur 37 d'entre elles, hein, 37 sur 47. Et dans 8 cas, sur les 37, ils sont en position de monopole. Ça rappelle un peu l'histoire des terres rares, vous savez, dont tout le monde s'intéresse aujourd'hui aux terres rares, puisque les Américains et les Européens, d'ailleurs, on a découvert qu'on avait besoin de terres rares pour un certain nombre, en particulier pour le numérique, et qu'on n'en avait pas. Donc il fallait passer par la Chine. Et évidemment, la Chine peut nous bloquer à tout moment. Donc les Chinois, eux, ils ont su créer des monopoles, et puis ils ont su progressivement prendre le contrôle de la majeure partie des technologies. Alors, les autres, vous allez me dire, les restantes, les 10 restantes, eh bien, les Américains sont leaders actuellement dans 7 domaines, dont 6 relèvent de l'IT et du spatial. Donc les points forts, si vous voulez, pour les Américains, restent dans le numérique, hein, et dans le spatial. Dans le reste, ils sont en train de se faire balayer. Et les Européens sont dans 3, mais ce n'est pas malheureusement les technologies majeures. Ça, c'est encore autre chose. Alors, la guerre économique menée par l'Amérique, comme vous le comprenez en entendant ces chiffres, elle est loin d'être gagnée. Quand nous, on pense, quand certains, en tout cas, nous disent que c'est fini, on va être écrasé par la pression américaine, il faut arrêter. Il faut arrêter, c'est pas vrai. Pour le moment, c'est pas eux qui font la course en tête. C'est les Chinois. Hein, et donc, eux, eh bien, il va falloir qu'eux, ils ont envie de rattraper leur retard. Mais la question, c'est est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'ils n'ont pas trop attendu ? Est-ce qu'ils n'ont pas sous-investi à un moment où il fallait le faire ? Est-ce qu'ils ont aujourd'hui des équipes de recherche et de développement capables de réactiver un certain nombre d'activités et surtout un certain nombre de domaines ou de technologies, mais surtout d'aller très vite pour rattraper le retard ? Ce n'est pas évident du tout. Alors, et quant aux Européens, on est évidemment encore moins bien placés. Et là, il y a quand même un problème sur lequel il faudra que la Commission se pose de vraies questions, non pas des questions politiques, mais en regardant la réalité. C'est est-ce que nous avons pourquoi nous ne maîtrisons que 3 technologies sur 47, technologies clés en Europe, alors que nous fournissons des chercheurs, nous fournissons des start-up et autres aux Chinois et aux Américains qui les rachètent tout le temps parce que nous sommes incapables de garder chez nous la plupart de nos petites entreprises performantes et innovantes parce qu'elles ne trouvent pas chez nous les financements qu'elles trouvent ailleurs. Ça, c'est un vrai problème, parce que si on veut que l'Europe puisse redémarrer, il va falloir qu'elle se mobilise aussi. Elle ne pourra pas le faire sur tout, mais on peut trouver des choses sur lesquelles on peut le faire. Alors, si je regarde maintenant un petit peu quand même votre domaine favori, qui est l'IT, hein, nous savons tous que la maîtrise de 4 segments est fondamentale, hein, dans votre domaine, dans le domaine général, le big data, la connectivité, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Mais pour aller plus loin, il faut regarder les éléments qui vont être essentiels pour le futur. Hein, parce que ça évolue tellement vite, ça change tout le temps. Hein. L'intelligence artificielle, c'est un point évident. C'est clair, personne ne doute là-dessus. La blockchain, il ne faut pas l'oublier, est en train de prendre également une grande importance. Elle en prendra une d'autant plus importante qu'elle a une incidence, comme vous le savez, avec l'histoire des bitcoins. L'Internet des objets,
malgré le développement actuel, nous n'en sommes que très loin par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans le futur, en particulier pour les mouvements internationaux et autres, où l'Internet des objets permet de sécuriser beaucoup de choses. Et la robotique. La robotique est en train de bouleverser les usines, mais on n'en est encore qu'au début. La robotique, l'automatisation, ce sont des domaines dans lesquels le numérique va avoir un rôle de plus en plus important à jouer et va avoir des conséquences sur les pratiques, sur les usages, sur les méthodes et bien sûr sur les gains de productivité et d'efficacité. Et puis il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. Une qui a un peu baissé ces derniers temps, mais c'est une erreur, elle existe toujours, c'est la réalité virtuelle. C'est pas parce que les casques ne marchent plus aussi bien qu'on l'avait prévu que la réalité virtuelle n'est plus un élément essentiel pour le futur. Et puis le dernier, bien sûr, c'est le quantique. Le quantique, la technique, la numérique quantique qui va arriver. Alors, il arrive, puisqu'il y a déjà en prototype, on a au moins 2-3 endroits où il y a des systèmes qui fonctionnent à peu près. Et là, on n'est pas si mauvais que ça en Europe. Donc, là aussi, il y a probablement un secteur sur lequel on peut travailler et capitaliser sur ce qu'on sait déjà faire. Mais le quantique est devenu un élément qui va être fondamental pour le futur, puisque c'est une révolution. Comme vous le savez, c'est une révolution qui va tout changer, ne serait-ce que par la vitesse de traitement et la capacité de traitement. Quand on passe d'un système binaire, 1 et 0, à un système où tous les chiffres sont bons entre le 0 et le 1, on voit bien l'immense potentiel qu'il y a devant nous. Et il faut s'en méfier parce que ça va tout bouleverser, ça ira très vite. Et là, les grands opérateurs, que ce soit les Américains ou les Chinois, sont en train de surinvestir. Et je vous disais, nous qui avons des capacités, il faut que l'Europe se réveille rapidement parce qu'on pourrait effectivement se développer là-dessus, à condition qu'on ait les moyens de le faire. Alors, dans tous ces cas, et quand même je voudrais vous le rappeler, dans tous les cas de figure, ce sont les microprocesseurs qui sont derrière. À chaque fois, il y a des microprocesseurs adaptés. Et ils sont donc au cœur des produits. Ce qui explique la bataille en cours autour des processeurs. Vous avez pu voir que M. Trump se bat là-dessus. Le président Biden s'était battu sur les microprocesseurs à Taïwan. Bon, vous remarquez que le président Trump, lui, a changé la règle du jeu, puisque dans son premier mandat, comprenant la situation de Taïwan, il avait obligé les fabricants taïwanais à faire 2 usines en Arizona de microprocesseurs pour avoir l'indépendance aux États-Unis des microprocesseurs. Pourquoi ? Parce que je vous le dis à vous, parce que je ne sais pas si vous savez ça, mais à Taïwan, il y a donc les 2 usines qui font de TSMC, qui font les microprocesseurs les plus performants au monde. Parfait. Bon, les Américains sont les plus gros clients puisque toute l'armée américaine est équipée avec ces microprocesseurs dans tous les domaines. Qu'est-ce qui se passe si une bombe chinoise tombe sur l'usine de microprocesseurs de Taïwan ? Il n'y a plus. Oui, je termine. Il n'y a plus rien. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de microprocesseurs pour les Américains. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de guerre à Taïwan. Retenez ça, parce que c'est une chose qu'on ne dit pas assez. Alors, pour terminer, parce que je vais essayer d'aller le plus vite possible, mais face à ce combat concurrentiel, si vous voulez, il faut que l'Europe, et là-dessus je voudrais terminer, l'Europe, il faut qu'elle apprenne à se protéger, à développer les technologies qu'elle domine, ce que je vous disais tout à l'heure, mais aussi qu'elle apprenne à réagir à l'application internationale des lois américaines et des taxations à l'importation qui pénalisent nos produits. Parce que nous en sommes au début, mais si on ne réagit pas, vous savez, c'est la loi du plus fort. Si vous ne réagissez pas, vous avez perdu. Et il faut qu'on lance des investissements lourds, ce que je disais tout à l'heure, pour développer nos technologies. Alors ça veut dire qu'il va falloir faire un choix stratégique. Et il va falloir bien regarder ça. Ou bien on travaille avec les 2 grands en passant des accords équilibrés et on présente notre indépendance. Ou on s'associe à l'Amérique ou à la Chine, mais on devient dépendant et on subira les contre-coups de l'autre. Ou bien on veut jouer notre propre carte, mais là on n'en a pas les moyens, c'est bien évident, vu le retard actuel et nos manques de moyens. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on négocie et qu'on trouve des solutions constructives avec tout le monde, faire du bilatéral dans les 2 sens. Alors pour conclure,
il devient évident, et c'était le thème de cette petite intervention, il devient évident que nous venons de rentrer dans une véritable guerre économique à découvert, et ça c'est la différence avec les autres, où tous les coups sont permis, et il y en aura, mais dont personne ne peut dire qui va gagner aujourd'hui. On est face à un grand pays qui joue un pari, qui fait un pari, qu'il est capable de casser la dynamique du déclin dans laquelle il se trouve, par rapport à un pays, la Chine, qui lui se dit, en continuant sur ma lancée, je suis sûr de gagner. Donc, la course en tête. Et vous avez pu voir qu'elle rattrape un peu son retard dans l'IT, où elle était en retard par rapport à l'Amérique. Mais les États-Unis ont des ressources et une volonté. Alors, soyons clairs, c'est l'avenir qui va les départager, mais je crois que personne aujourd'hui ne peut dire qu'il va vraiment gagner. Alors, dans ce cadre-là, espérons que l'Europe arrivera à tirer son jeu, parce que sinon, ça va être très difficile pour nous tous. Merci.